Je vous laisse. Oui, bonjour. Donc, c'est sûr que je vais vous présenter beaucoup d'informations cet après-midi, mais n'ayez crainte, je pourrais peut-être synthétiser lors de la période de questions. Je vais vous parler de ce qui s'est passé dans le gaz de schiste dans la région depuis l'an 2000 environ. Je vais vous parler aussi de vos puits d'eau potable, etc. Donc, je vais essayer de couvrir large pour que vous ayez une vue d'ensemble, mais évidemment, je vais devoir aller un peu plus vite en conséquence. Donc, pourquoi le gaz de schiste? Je vais faire un petit retour politique. Évidemment, la question que la ministre Normando, qui était ministre de l'Énergie à l'époque, disait, bien évidemment, c'est pour remplir les caisses de l'État. Donc, c'est pour faire du cash. Faire du cash pour, finalement, financer notre système de santé et notre système d'éducation. C'est ce qu'elle disait au mois d'octobre 2010 à l'émission Tout le monde en parle. Quelques semaines plus tard, vous connaissez le premier ministre de l'époque, M. Jean Charest, qui s'est présenté à l'émission parce qu'il y avait de plus en plus de grandes citoyennes sur la question. Et ce qu'il disait à 3 minutes 40, on va faire une loi avec les standards les plus élevés au monde. De quelle loi s'agissait-il? De la loi sur les hydrocarbures. Parce qu'à ce moment-là, tout ce qui concerne les hydrocarbures relève de la loi des mines. Et la loi des mines était reconnue comme étant désuète. Donc, on va faire une loi, c'est ce qu'il disait à 3 minutes 40. Et un peu plus tard, à 5 minutes 50, il dit « On n'est pas des experts dans le gaz de schiste, le gouvernement ne connaît rien là-dedans. » Il n'avait pas tort. Mais comment voulez-vous faire une loi conséquente quand on ne connaît rien là-dedans? Si on est aperçu probablement, parce qu'à 7 minutes, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est déjà encadré. Il parlait du gaz de schiste et pour l'essentiel. Et pour l'avenir, ce sera amplement encadré, laissant entendre que finalement, déjà, avec la loi sur les mines et la réglementation en vigueur, c'était suffisant. 2 ans plus tard, vous reconnaissez ici le président de Kester, qui est aussi président de l'Association des pétrolières et gazières du Québec, M. Michael Bennion. Il dit, ben, écoutez, le gouvernement Marois est bien arrivé au pouvoir. Mme Martine Ouellette, qui était ministre de l'Énergie, disait quant à elle qu'il y a un moratoire, on va arrêter ça, le gaz de schiste, on va bloquer ça. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, bon, ben, ça n'a pas d'impact sur notre plan d'affaires. Curieux, information. 2014, il y a eu évidemment un deuxième BAP sur les enjeux du gaz de schiste. Et qu'est-ce que ça disait au 15 décembre 2014? Il disait qu'il n'est pas démontré que l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste dans les basses terres, avec la technique de fracturation hydraulique, serait avantageuse pour le Québec. C'est la conclusion du rapport. 2 jours plus tard, pour terminer la saison au téléjournal, le premier ministre Couillard, il dit quant à lui, bon, il n'y en aura pas d'exploitation de gaz de schiste au Québec. C'est ce qu'il dit. Sauf que le lendemain matin, dans les principaux journaux, y compris dans les journaux anglophones, il dit que je n'aime pas les moratoires parce que quand vous mettez un moratoire en place, vous verrouillez la porte. Je veux que les portes restent ouvertes ou au moins que les gens sachent comment ouvrir la porte. Donc, c'est pas avec une grande conviction qu'il annonçait que c'était la fin, si on peut dire, de la fracturation hydraulique dans les basses terres du Sénat. Non. D'ailleurs, le reste de l'œuvre va le démontrer. 19 février 2015, ici c'est le ministre Arcan, Pierre Arcan, qui est ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Il dit c'est clair que l'opinion des municipalités sera prise en compte à propos de la future loi sur les hydrocarbures. Dans la première mouture des règlements sur le gaz de schiste, chaque municipalité devait recevoir 100 000 $. Là, il dit, inquiétez-vous pas, là, ça va être plus que ça. Un retour de 40% des redevances aux municipalités. C'est quand même beaucoup plus imposant. C'est ce qu'il annonçait en février 2015. Avril 2015, parce qu'après le bac, il y a quand même eu des études environnementales stratégiques. Ces études-là, une fois qu'elles ont été lancées, etc., indiquent clairement que le gouvernement a l'intention d'ouvrir toute grande la porte à l'exploitation pétrolière et gazière. Donc, la porte n'est vraiment pas fermée. D'ailleurs,
ces éléments-là ont été repris dans de nombreux mémoires, de nombreuses thèses de doctorat qui sont sorties depuis 2015, qui disaient carrément que depuis 2014, le gouvernement Couillard ouvre la porte à l'exploitation pétrolière et gazière. Ici, au mois de novembre 2015, vous connaissez encore le ministre Arcan, il est avec M. Bignon et d'autres de l'industrie gazière et pétrolière lors de leur congrès annuel à Montréal. Et qu'est-ce que M. Arcan dit? Il dit, bon, le gouvernement va fournir à l'industrie un environnement réglementaire stable et prévisible. Autrement dit, la loi des hydrocarbures arrive avec ces règlements qui sont associés et vous allez pouvoir maintenant forer et peut-être autre chose en toute tranquillité. Donc, je vous rappelle maintenant les derniers événements. Le 7 juin, dépôt du projet de loi sur les hydrocarbures. 10 décembre, adoption de la loi sur les hydrocarbures sous le bâillon. 14 mars, publication de la loi sur les hydrocarbures. Et la réglementation, on l'attend toujours. Selon le PDG de Kester, ça devrait arriver ce printemps. Celui-là semble être bien informé, donc on va se fier sur lui au mois de juin. En ce qui concerne la loi qui a été passée sous bâillon, je ne parlerai pas de tous les articles de loi, seulement de 3. L'article 30 à propos de l'accès à la propriété. Vous avez une terre, une compagnie gazière vous visite, est-ce que vous avez le droit de dire non? Bien, la réponse, c'est que oui. Vous avez le droit de dire non parce que lors des amendements qui ont été votés en pleine nuit, il y a celui-là qui dit que le titulaire doit obtenir l'autorisation écrite du propriétaire au moins 30 jours avant d'accéder à la terre. À défaut, le titulaire ne peut accéder au territoire. Ce petit phrase-là n'était pas dans le projet de loi, mais elle est apparue à la toute fin. Donc, oui, on peut encore dire que vous n'entrez pas chez nous comme il y avait eu l'exercice qui avait été fait les dernières années, je pense entre 2011 et 2014. Concernant l'expropriation, le titulaire d'une licence de production, donc on n'est plus à l'étape d'exploration, on est maintenant à l'étape de production, a droit d'accès au territoire. Et là, il doit obtenir l'autorisation écrite du propriétaire. À défaut d'entente, le gouvernement peut autoriser le titulaire à acquérir ses droits réels et ses biens par expropriation. Bon. Moi, là, je m'en balance un peu de cet article-là, 55. Il n'y aura aucun impact. Excusez-moi, 58, parce que dans le projet de loi, c'était 55. Dans la loi, maintenant, c'est 58. Parce que, finalement, l'industrie n'aura pas besoin d'exproprier les gens, parce qu'à l'étape d'exploration, il y aura déjà des plateformes qui leur permettront déjà de faire la fracturation. Donc, l'étape de production, il s'agit juste de relier les puits, puis de caler le gaz, si je peux dire, ou le pétrole s'il y en a. Donc, l'expropriation, ça a été une fausse question qui a été amenée par le ministre Arcan, de manière que j'aurais tendance à juger malhonnête. La fracturation, ben ça s'est apparu vraiment dans la nuit sous le bâillon, malheureusement, parce que pendant toute l'étude de la loi, article par article, qui a duré des semaines et des semaines, des centaines d'heures, les partis d'opposition essayaient de dire au gouvernement, allez-vous permettre la fracturation, oui ou non? Et le gouvernement répondait, inquiétez-vous pas, ça n'apparaît pas dans le texte du projet de loi. En fait, il y avait le terme stimulation, et quand on parle de stimulation, on est proche du concept de fracturation. Et finalement, comme je vous dis, pendant la nuit est apparu les articles 87, 88, 89, où il est question de fracturation. Le titulaire d'une licence qui réalise les travaux de fracturation doit être titulaire d'une autorisation de fracturation. Et il y a eu la définition du terme fracturation qui apparaît à l'article 5 de la loi. Donc, le mot est sorti. Et ça, ce mot-là va être beaucoup plus conséquent que le mot expropriation, je peux vous dire. Un petit recul en arrière. Dans les années 70, dans la région, il y avait des compagnies comme Shell, ensuite il y a eu le Soquet qui a fait énormément de puits pour essayer de trouver du pétrole. Malheureusement, ils ont trouvé du gaz. Et c'est un peu ça l'ironie de l'histoire. Ils n'en voulaient pas du gaz, ils voulaient du pétrole. Maintenant, ben, c'est plus ça, c'est le contraire. On
On dirait qu'ils viennent pour le gaz. C'est le gaz qui les intéresse. En l'an 2000, Caster arrive sur le territoire des Basses-Terres. 2002, c'est Junex, etc. Gasten qui s'ajoute. Finalement, ils prennent des ententes avec les plus grosses compagnies, comme Talisman Energy, comme également Forest Oil, Canadian Forest Oil, qui est devenu Longpine, etc., etc. Donc, on peut voir que entre les années 2000 et 2006, là, tout se met en place. D'ailleurs, en 2005, une carte du ministère montre qu'entre Montréal et Québec, vous avez toute une section ici qui est sous permis. Là, nous sommes présentement ici, à Saint-Apollinaire. Donc, on est à la limite des permis de Caster et de Intragaz. Et en 2009, Caster, dans ses présentations, disait que c'est avantageux de venir au Québec parce qu'on a un régime de taxes qui est avantageux pour les compagnies. Qu'ils ont ici, si je le traduis en français, c'est comme s'ils avaient énormément d'informations parce qu'il y a eu plusieurs puits qui ont été forés pendant des décennies. Donc, c'est avantageux, on sait où est-ce qu'on va. Ils disent qu'on a du gaz en quantité incroyable, incredible gas in place. Et puis, ils montrent ici à côté le shale de Lorraine, le shale du Utica, mais avec des fractures. Pourquoi qu'ils le montrent? Parce que quand il y a des fractures, c'est plus facile de fracturer. Donc, c'est avantageux pour les actionnaires, donc ils le présentent. C'est quelque chose qui correspond à leur visée aux compagnies gazières. Il disait aussi en 2009, bien écoutez, là on est à l'étape des projets pilotes. Dans un an, on va vraiment optimiser commercialement nos plateformes. Donc, un an plus tard. Encore là, en 2011, ils disent on est rendu ici, on a investi quelque chose comme 220 millions de dollars et on arrive bientôt à l'étape de la commercialisation ici, là, cette étape-là. Encore 2 fois plus de puits, mettons une trentaine de puits supplémentaires et ça y est, on se lance. En 2011, ben, on voit que, comme je vous l'ai indiqué, on était à la limite des deux entre les permis de Caster, de Talisman et de Intragaz. À l'heure actuelle, en 2016, ça c'est sur une série du journal Le Devoir, on peut voir que c'est maintenant la compagnie espagnole Repsol qui détient les permis. La compagnie Repsol, c'est pas une petite compagnie, sa valeur en 2017, c'est 43 milliards de dollars. On ne peut pas faire avec des petites entreprises, c'est des petites mineries, comme on dit. Maintenant, eh bien, on ne voit pas le détail, mais on est ici. Donc, il y a aussi des permis, comme on peut voir dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, au lac Saint-Jean, Anticosti et un peu dans le Bas-Saint-Laurent. Et comme on peut le voir, nous, on est dans la plateforme du Saint-Laurent, la zone en bleu, puis il y a la zone de l'Utica. On est dans la zone du shale de l'Utica. Tout ce qui est au nord, ici, on est dans le Précambrien. Évidemment, ce n'est pas très utile pour là. Ça ne fonctionne plus très bien, je vais devoir changer de pointeur. Excusez-moi. En attendant, pour ceux qui s'intéressent aux élections françaises, M. Macron vient d'être déclaré élu. Ah. Donc, je continue. On est en 2017. Ça, je l'ai pris il y a quelques jours. Donc, le territoire est toujours sous permis. Et ce qu'il faut noter, c'est que depuis, là, j'ai commencé tantôt en l'an 2000, on peut voir que la superficie sous permis a augmenté, mettons, de 30 000 km² jusqu'à 95 000 km². Et là, on est redescendu d'environ 58 000 km². Parce que ces permis-là, il y a un cycle de 5 ans. Il dure 5 ans en général. Une présentation récente de la compagnie Caster, elle dit que, regardez, on a eu un BAP, on a eu un deuxième BAP, on a eu la politique énergétique, etc. Là, il y a maintenant la loi sur les hydrocarbures. Là, il ne reste plus que 2 choses. Les 2 choses qui manquent, c'est les règlements et l'acceptation sociale pour des projets pilotes. Et qu'est-ce qu'il dit également dans sa présentation? Là, je l'ai mis en français.
c'est qu'ils désirent rencontrer les sites de réduction des GES et favoriser l'acceptabilité sociale pour les phases pilotes de commercialisation. Bon, comment avoir des procédés zéro émission quand tu fonctionnes avec du gaz naturel? Moi, je trouve ça vraiment un peu loufoque, mais enfin, c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'il faut utiliser l'hydroélectricité pour le forage et les bâtiments, et du gaz naturel pour les complétions, pour les fracturations. Donc, déjà, on voit que ce ne sera pas trop vert. Installation centralisée pour le traitement et le recyclage de l'eau et possibilité d'utiliser les eaux usées municipales afin de préserver l'eau potable. Ça, c'est des choses qui leur ont été reprochées pendant les années 2010, etc. Là, ils se réajustent, ils disent, écoutez, on va essayer de ne pas prendre la bonne eau trop propre. Et, dernier point, utilisation de pipelines préfabriquées pour raccorder les puits afin de minimiser le torchage et les émissions atmosphériques. Parce que quand il y a des venues de gaz, évidemment, il y a des élans, il y a aussi des torchères pour le brûler, parce que le méthane, le gaz naturel, c'est un gaz à effet de serre très puissant, donc il vaut mieux le brûler que de le laisser échapper vers l'atmosphère. Donc, c'est les dernières nouveautés de Quester. Bon, je vais aller un peu vite parce qu'il y a beaucoup de textes, mais juste pour vous dire que, en ce qui concerne les cibles pour le gaz naturel, il y a plusieurs roches cibles, dont la première est le shale de l'Utica. Les sites secondaires sont le shale de Lorraine et le calcaire de Trenton. Donc, et ensuite, il continue en disant qu'on va toujours chercher à minimiser l'empreinte au sol. On va le voir plus loin. Minimiser l'empreinte au sol, mais dans le sous-sol, c'est tout le contraire. Il continue aussi en disant que nous investissons continuellement dans de nouvelles technologies et adoptons les meilleures pratiques afin de garder l'empreinte en surface à un minimum, etc., etc. Nous favorisons l'utilisation de la technologie afin d'accroître les niveaux d'efficacité, etc., etc. Beaucoup de phrases, mais très vagues. Maintenant, on va arriver ici, à Lobinière, plus précisément, vous connaissez votre MRC mieux que moi, sans doute, et à Saint-Apollinaire, nous sommes ici, ce qui est en rouge. Donc, environ 6 000 habitants, 98 km². Donc, le Saint-Apollinaire est ici. On voit ici une licence d'exploitation pour un réservoir souterrain qui appartient à Intragaz. Ça se situe à Saint-Flavien, vous pouvez être au courant celui-ci. Le bail d'exploitation générale est de 20 ans et sa dimension, c'est 20 km². Et il y a d'autres choses. Il faut aussi noter que là où nous sommes, on est dans la première région visée par l'industrie. C'est il appelle ça le corridor entre Nicolet et Saint-Antoine-de-Tilly. On peut reconnaître aussi que près d'ici, on a énormément de levées sismiques. Ici, c'est le réservoir de Saint-Flavien. Et ici, on voit apparaître des petites structures. Ce sont des puits. Je ne sais pas si on peut diminuer un petit peu l'éclairage parce que vous pouvez vous arracher les yeux un peu. Là. Mais ce qu'il faut noter, c'est que quand vous regardez les levées sismiques, vous allez voir que les puits sont toujours accolés aux levées sismiques. Autrement dit, si vous vivez près d'un levé sismique qui a déjà eu lieu par le passé, ben vous êtes plus à risque d'être rencontré pour une compagnie qui désirait forer. Évidemment, ici, le réservoir souterrain, c'est un peu normal qu'il soit quadrillé de sens autant que ça. Si je reviens à une plus grande échelle, donc les puits d'hydrocarbures sont là, un peu partout. Les plus proches, c'est ceux-ci, il y en a à Sainte-Croix. Il y en a aussi de l'autre côté du fleuve à Deschambault. Et il y en a ici dans le réservoir de Saint-Flavien, un peu plus loin en allant vers Saint-Édouard-de-Lobinière. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'ici, nous sommes tout proches de la plateforme des Basses-Terres du Saint-Laurent, mais vous êtes dans les Appalaches. Parce que ce qui passe ici, c'est la faille de Logan. Vous êtes dans la région où c'est un peu plus, il y a eu une déformation de la croûte terrestre un peu plus récente. La plateforme date de 500 millions d'années, ici c'est un peu moins. Et finalement, c'est comme si la plateforme elle était un peu en dessous des Appalaches, c'est ce que je vais vous montrer dans les prochaines diapos. Ça, c'est pour les plateformes. On a les shales près de la surface, shale de Queenstown, Lorraine, qui est le Nicolet, l'Utica. Ensuite, on a des calcaires, on a des dolomies, des grès et le granit précambrien.
Et comme ici, on voit à peu près là, les années en millions d'années. Vraiment, c'est des millions d'années. Et le gaz et le pétrole, on le rencontre dans les shales, dans les calcaires et dans les dolomites. Donc, on parle beaucoup du schiste de l'Utica ou du schiste de l'Utica, mais il ne faut pas oublier les autres. Donc, ça, c'est une coupe où on est ici, par exemple, au fleuve, et puis on s'en va vers le sud. Donc, on le voit ici, la coupe, là. Donc, on passe près de Sainte-Croix. Sainte-Croix est peut-être à peu près ici. Et là, on peut voir la ligne de Logan. Et là, on arrive dans les Appalaches. Et le shale d'Utica, qui est leur cible première, c'est ce qui est en noir ici et en brun. C'est à peu près ici. Donc, à une profondeur qui est de l'ordre de 2 km. Ça, c'est un puits qui a été foré à Gentilly. C'est juste pour vous montrer que c'est vraiment ce qu'on retrouve un peu partout dans la plateforme Saint-Laurent. Donc, le shale de Nicolet, le shale de l'Utica ici qui fait 175 mètres. Ensuite, le calcaire, etc. Maintenant, les permis d'exploration, en mai 2017, on peut voir que nous sommes présentement ici. On peut voir qu'on est vraiment sous permis. Donc, la localité est sous 3 permis. Donc, tout ce qui est entouré ici, ce sont des permis. Ce qui est entouré par des courbes en bleu, ce sont les limites des permis d'exploration. Ce sont des permis d'un seul tenant qui peut faire jusqu'à 250 km². Et si on regarde Dosquet, par exemple, vous allez voir que Dosquet est à la limite des permis. Donc, la partie nord de Dosquet est sous un permis d'intragaz et la partie sud, il n'y a rien. Donc, vraiment, la municipalité de Dosquet est divisée en deux. Si on regarde les permis, bien, il y a les permis de Repsol. C'est des permis qui ont été octroyés en 2008. Superficie 176 km². Il y en a un autre de Repsol ici de 235 et celui de Intragaz. La municipalité, elle est sous 3 permis. La municipalité de Saint-Apollinaire. En ce que dit Kester, Kester a dit que ces permis-là vont être étendus jusqu'en 2023, prolongés jusqu'en 2023. C'est un peu curieux. Comment ils savent déjà que les permis vont être prolongés jusqu'en 2023? Les règlements ne sont pas encore sortis, on n'est pas au courant de ces détails-là. Mais la compagnie Kester, dès le mois de mars, semblait sûre de son coup puisqu'elle le présentait à ses actionnaires. Donc, vous allez voir plus loin les conséquences, parce que quand le territoire est déjà sous permis, on ne peut plus le soustraire. Les municipalités, les MRC ne peuvent plus le soustraire au domaine des hydrocarbures. Donc, ici, ces 2 cartes de la Commission géologique du Canada qui démontrent le potentiel en gaz de schiste. Dans le cas ici, et en pétrole de schiste dans l'autre cas. Comme on peut voir, il y a des zones où c'est plus foncé, c'est des zones où c'est plus riche en gaz. Donc, nous, on est à peu près ici, donc il y a des régions plus riches en gaz du côté de Cap-Rouge, on peut dire. Même chose ici, Cap-Rouge, en Seine-Lorraine. Et ici, près de Saint-Hyacinthe, il y a des poches. Et près de Saint-Édouard de Leclercville, il y a également là, des teneurs qui sont plus grandes. La zone de l'Utica, donc on se trouve en plein milieu de la zone ici. On le revoit ici en plus grand. Donc, il y a des zones, des puits qui ont été forés pour le gaz de schiste. Il y en a certains qui ont été fracturés. Ceux qui sont en rouge, c'est des puits qui ont été fracturés. Donc, Saint-Apollinaire est vraiment à mi-chemin dans la zone de l'Utica. À quelle profondeur se trouve l'Utica? Nous autres, on est ici, on est un peu en aligné entre le orange et le rouge. Donc, on peut voir que ça correspond à environ 1000 à 1500 mètres de profondeur. Quelle est l'épaisseur? Parce que l'épaisseur est importante. Si la couche de cible de roche est trop peu épaisse, la compagnie ne va pas s'y intéresser. À partir de 75 mètres, ils sont intéressés. Et ici, à cet endroit-ci, on est ici, donc on est environ dans le jonc. On est entre 150 et 200 mètres d'épaisseur de shale. Donc, il y en a suffisamment pour l'industrie.
Si on regarde de nouveau la carte de la commission géologique, là j'ai porté plus précisément Saint-Apollinaire, on se retrouve dans une certaine zone qui correspondrait à des teneurs en gaz de 20 milliards de pieds cubes par 1000 carrés. Ce sont des unités qui sont utilisées par l'industrie. 20 milliards de pieds cubes par mètre carré, on va voir à quoi ça correspond. Mais juste vous signaler que Marc Durand, mon collègue, a fait un peu le même exercice que moi et il est arrivé avec les mêmes résultats, c'est que la zone correspondrait à où nous sommes présentement à 20. Saint-Apollinaire est à peu près ici, là, on voit le fleuve est là. Donc Saint-Apollinaire est ici. Donc on est dans un certain bleu qui correspondrait à 20. Ce n'est pas le bleu le plus intense, plus c'est bleu, moins il y a de gaz. Donc on est autour de 20 milliards de pieds cubes par 1000 carrés. Donc, on connaît la superficie de la localité. On peut donc estimer quelle est la teneur en gaz de son sous-sol. Donc, on fait quelques petits calculs bien simples et on arrive à 20 milliards de pieds cubes par 1000 carrés, donc 760 milliards de pieds cubes de gaz au total. Mais ça, ce gaz-là est pris dans la roche. On va voir tantôt comment essayer d'extraire, mais on va présumer que c'est 20 qu'on peut récupérer. Donc, au prix actuel du gaz, donc on prend 760 fois 20 et on multiplie par 3 $ par 1000 pieds carrés. Donc, ça représente 460 millions de dollars. Par personne, c'est 75 000 US, qui est votre valeur, si je peux dire. Dans certaines localités, c'est plus d'1 million. Mais, vous rassurez tout de suite, ou en tout cas, je vais au moins vous. Pour ne pas vous partir avec des fausses impressions, c'est que le sous-sol n'appartient pas au propriétaire. Le sous-sol appartient à l'État. Donc, évidemment, c'est l'État qui loue, qui prête le sous-sol aux compagnies qui sont titulaires des droits d'exploration et d'exploitation de la échéant. Mais c'est juste pour vous signaler qu'à l'endroit où nous sommes, dans la localité vaudrait quelque chose comme 500 millions de dollars. Mais ça, c'est une partie de l'équation. L'autre partie de l'équation, c'est combien ça coûte pour exploiter le sous-sol. Eh bien, compte tenu, encore là, de la superficie de Saint-Apollinaire, on aurait besoin de 5 plateformes à 1000 puits chacun. Donc, ça fait une quarantaine de puits qui permettraient de drainer l'ensemble du sous-sol de la localité. Mais comme chaque plateforme coûte chaque puits coûte 16 millions, parce que, admettons, à peu près 10 millions pour le puits, mais il faut compter le raccordement, il faut compter le traitement du gaz, etc. Il faut compter les routes, etc. Donc, on estime que c'est autour de 16 millions de dollars par puits. Donc, ça coûterait 2200 millions, 2,2 milliards de dollars. Donc, économiquement non rentable. Pour le moment. Parce que si le prix du gaz devait doubler ou tripler, bien, ça serait tout différent. D'ailleurs, si on regarde, en 2008, quand les compagnies étaient dans le secteur, le prix du gaz était au-delà de 10 $ le millier de pieds cubes. Moi, j'ai pris pour mes calculs 3. Donc, là, c'est plus du tout. Donc, c'est pour ça que les gazières étaient un peu partout dans l'inversité de lumière. Actuellement, on est ici. Ce qui est prévu pour la prochaine année, c'est une petite remontée. Mais on est encore loin du 10 $ le millier de pieds cubes. D'ailleurs, Castel et d'autres compagnies présentent ce genre de graphique où on peut voir ce que ça coûte à la compagnie pour forer, etc., les redevances, le forage. Et là, on peut voir que pour que ça soit rentable, il faut qu'il soit de l'ordre de 7 $ le millier de pieds cubes. Et là, on parle de l'Alberta. Donc, au Québec, ce serait probablement un peu plus élevé. Donc, je crois que nos approximations sont correctes. À l'heure actuelle, le prix du gaz est un peu trop déprimé. Comme on peut le voir, le prix du gaz ici diminue toujours. Et puis le coût de revient des entreprises, c'est de l'ordre de 6 $. Un autre graphique, un autre tableau qui permet de démontrer aussi que, à moins d'avoir des puits qui sont très très performants, qui débitent de très grandes quantités de gaz au début, c'est difficile pour eux de rentabiliser leur investissement lorsqu'ils font le forage. Donc, quand le prix du gaz est plus élevé comme à 10 $, évidemment, là, ça prend beaucoup moins de temps pour rentabiliser. Mais c'est beaucoup de chiffres, je vais aller un peu plus vite, juste pour vous synthétiser l'information. C'est que la MRC, elle est ciblée par l'industrie du gaz de schiste parce qu'on a beaucoup de gaz qui est déjà en place dans la roche.
S'ils trouvent des puits avec des forts débits initiaux, ou si le prix du gaz remonte sur le marché, eh bien là, la MRC va être sous pression. D'ailleurs, on les voit dans les communiqués de presse, on le voit dans la revue de presse. Castel est intéressé et ne fait pas ça juste pour rencontrer des journalistes, mais au contraire. Le régime minier, maintenant, ça c'est une carte des claims miniers, puis aussi des zones, des contraintes minières. C'est-à-dire qu'il y a des zones où les compagnies minières ne peuvent pas venir. Là, je vais aller tout de suite dans la région ici. Là, on est à Saint-Apollinaire, près de l'autoroute. On voit qu'on a des zones de failles. Les failles majeures sont là, de la faille d'Aston, Logan, etc., du Foulon. Et là, on voit qu'on est dans une zone à haut risque sismique. On voit ici que la partie de Saint-Apollinaire, le périmètre urbanisé, ce sont des contraintes majeures. Autrement dit, avec la réforme de la loi des mines de 2013, on voit maintenant que la MRC peut soustraire des parties du territoire aux compagnies minières. C'est ce qu'on voit ici, c'est la même chose pour d'autres localités limitrophes. Donc, on peut voir que tout ce qui est en vert, c'est soustrait. Il y a d'autres zones où ce sont des contraintes mineures, c'est-à-dire que les compagnies minières pourraient venir creuser pour une mine ou pour d'autres travaux, mais c'est sous condition. Ils pourraient le faire, mais sous certaines conditions. En général, c'est des zones où il y a des campings, des choses comme ça, là, où il y a un peu de la villégiature. Il y a des tourbières dans la région, mais il n'y a pas de lien entre les tourbières et les zones de contraintes minières. Ici, on a un titre minier entre Saint-Antoine sur le Tilly et puis Saint-Apollinaire. Un titre minier de 59 hectares, c'est pas très grand, mais quand même, qui est détenu par un dénommé Gabriel Jolidon. Et il est allé chercher au mois de juillet 2015. Je ne sais pas si après un travail de maîtrise, si c'est la même personne qui a décidé d'essayer, parce qu'il avait fait une étude sur la loi des mines, s'il a décidé lui-même d'acquérir un claim. Et là, ce qu'on voit ici, c'est qu'il devrait, avant le prochain renouvellement, payer 1 200 $ ou effectuer pour 1 200 $ de travaux. Donc, ce n'est pas des sommes exorbitantes quand même. Donc, il y a une partie du territoire de la municipalité qui est soustraite du domaine minier, ce qui n'est pas le cas pour les hydrocarbures. C'est juste pour vous faire bien comprendre la situation. Là. On dit que la loi des mines, c'est la pire des lois, là, mais comparé à la loi des hydrocarbures, non, je crois que maintenant, c'est la loi des hydrocarbures qui est peut-être la plus dommageable pour les communautés. Aussi, vous signalez que la présence d'une mine de cuivre abandonnée à Saint-Flavien, la mine Beaubas. Maintenant, l'eau. L'eau, c'est important pour les agriculteurs. Donc, toute la zone ici, c'est une zone agricole, sauf les périmètres urbanisés. On voit ici tous les sols qui sont cultivés de différentes couleurs. Donc, en orange, c'est le soya, en jaune, c'est le maïs, en vert, c'est le fourrage, etc. Donc, on peut voir quand même qu'il y a énormément de fermes dans la région. Ces fermes-là ont besoin d'eau. Et l'eau, on la trouve où dans la MRC de Binière? On la puise surtout dans l'eau souterraine, à plus des 2 tiers. C'est ce qu'on voit ici dans un vieux schéma d'aménagement de la MRC de Binière. Je ne sais pas si les choses ont changé beaucoup depuis cette époque-là. Donc, on peut voir qu'en ce qui concerne Saint-Apollinaire, c'est vraiment de l'eau souterraine, on le voit ici. Saint-Apollinaire est ici. L'eau de la municipalité est d'origine souterraine. Ce n'est pas d'eau de surface tirée d'un lac ou d'une rivière. Donc, qui consomme l'eau dans la MRC? Bien, ici, ce qu'on voit, c'est en rouge, c'est l'institutionnel et commercial. Le résidentiel ici en bleu. Et puis la partie agricole. Donc, ça se divise à peu près un tiers. Ce qu'il faut noter aussi à Saint-Apollinaire et à Saint-Flavien surtout, c'est que la recharge des aquifères est très lente. Comme on peut le voir ici, c'est même pas un quart par année. Donc, on a un problème ici au niveau de la recharge. C'est des zones où, à cause du sous-sol,
à cause des réseaux de ruissellement, etc., les nappes phréatiques peuvent être mises au sec à un moment donné si on n'y fait pas attention. Donc, ça, c'est la liste des réseaux de distribution d'eau potable dans la MRC. Puis, en ce qui concerne Saint-Apollinaire, eh bien, il y a 33 336 habitants qui sont desservis par aqueduc. Si je regarde le nombre d'habitants à Saint-Apollinaire et le nombre de maisons, on vient autour de 2 habitants par maison. Dans plusieurs municipalités, je fais le calcul, à peu près 2 habitants par maison. Donc, il reste 3 300 habitants qui ne sont pas sous aqueduc. Donc, il y aurait donc 1260 puits individuels en présumant qu'on a la même répartition par maison, qu'on soit à l'intérieur de la municipalité ou un peu à l'extérieur en périphérie. Donc, j'ai été voir ce qu'il en était vraiment. Ici, une carte de la MRC encore qui démontre les puits individuels en rouge, les puits en bleu, ce sont les puits de la municipalité, et les puits en violet, ce sont des puits pour des campings, etc. Mais on en voit peut-être une centaine à tout casser. Si je vais au ministère du Développement durable et de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, il y a une banque qui s'appelle la Banque hydrogéologique. Et on s'aperçoit qu'il y a 627 puits à Saint-Apollinaire et certains aussi profonds que 175 mètres. Donc, c'est à ça que ça ressemble dans la région. Sur 10 km, à 10 km de tout ça, il y a 1432 puits d'eau. J'ai rarement vu ça en avoir autant. Et à Saint-Apollinaire, les 627 sont ici. Là, je vais zoomer un peu par après pour essayer de voir quel va être l'impact du règlement de protection de l'eau potable sur vos puits. Donc, la protection de l'eau, il y a une protection qu'on dit horizontale, c'est-à-dire en surface, qui est 100 mètres d'un chemin public, d'un chemin de fer, d'un pipeline ou d'une maison. Donc, on peut forer à l'intérieur de jusqu'à 100 mètres d'une maison. C'est ce qui est reconnu dans le règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains. On n'a pas encore la mise à jour pour la loi sur les hydrocarbures, donc je me sers de celle qui est toujours en vigueur sur la loi sur les mines. Et aussi à moins de 1000 mètres d'un aéroport. On ne peut pas forer à moins de 1000 mètres d'un aéroport. Donc on voit quand même la disproportion entre 100 mètres d'une maison et 1000 mètres d'un aéroport. Et ici, on a beaucoup de gazoducs. Donc, tous les gazoducs, évidemment, plus les compagnies sont proches d'un gazoduc, plus ils ont tendance à devenir forés parce que ça va coûter moins cher d'accordement. Et il y a aussi le 500 mètres. La règle du 500 mètres qui a été promulguée en 2014 dans le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection par David Hoptel. Il dit qu'on ne peut pas aménager un site de forage à moins de 500 mètres d'un site de prélèvement d'eau destiné à des fins de consommation humaine. Il n'y a pas ajouté animal. Donc, là, nous sommes présentement ici quelque part et il y a des puits partout là, à Saint-Apollinaire. C'est quoi 500 mètres? Ici, on a 1 km. Donc, chaque puits a comme un rayon de protection de 500 mètres. Les compagnies ne peuvent pas aller forer dans ces zones-là où j'ai tracé comme des cercles. Si on regarde à Fortierville, on a ici une plateforme où ils ont failli fracturer. C'est une plateforme de 100 mètres par 100 mètres, 1 hectare. Pas trop loin d'ici, à Saint-Janvier, on a aussi une plateforme, un puits de Gastel qui n'a pas été foré. Par contre, on voit qu'on a déjà aménagé la plateforme 100 mètres par 100 mètres. Donc, j'ai pris ces plateformes-là et je les ai rapportées sur la vue satellitaire ici. Donc, chaque petit carré jaune ici, c'est un pad. C'est l'équivalent d'un pad. Donc, la compagnie gazière peut venir ici parce qu'elle est en dehors du ciel. Donc, il peut y avoir, là, ici, j'en ai mis 4. J'aurais pu en mettre d'autres, plus. J'en ai mis 4. Et c'est là que ça va vous surprendre un peu. C'est qu'est-ce que ça va faire en dessous maintenant? Eh bien, les plateformes qu'on prévoit pour le Québec, c'est 8 puits. Et 8 puits qui vont drainer à peu près 5 km². Donc 1 km par 5. Donc, si vous, votre puits est là, bien, c'est bien de valeur, mais
la plateforme respecte le 500 mètres, donc la compagnie est de bon droit peut venir fracturer le sous-sol sur toute cette superficie-là. Oui? Je vais vous l'expliquer tout de suite après. Je vais vous présenter les vues en profondeur. Ça, c'est plus mon collègue Marc Durand, qui est spécialiste des modes pour montrer ces choses-là. Mais c'est juste pour vous signaler en surface la projection de ce qui se passe en sous-sol. Donc, ça, c'est la surface qui permet, quand je dis drainage, pas le drainage de l'eau, c'est ce qu'on appelle, les autres appellent ça dans leur, le drainage du gaz naturel. Récupérer le gaz naturel dans la couche de roche. Donc, là, je vous l'ai présenté avec une orientation donnée, ça peut être dans n'importe quelle orientation, je vous le présente là de l'autre manière. Et ça, malheureusement, ces informations-là, on ne les a pas. Parce que les rapports de fracturation n'ont pas été rendus publics et les futurs ne le seront probablement pas avant peut-être des décennies. Donc, c'est juste pour vous signaler que peut-être que votre puits ici va être contaminé, mais il va falloir que vous vous rendiez compte que c'est à cause peut-être de la plateforme qui est située à quelques kilomètres de l'eau. Si on avait un rayon de protection de 1 km, et là, la chose serait différente. Au lieu d'avoir un rayon de protection de 500 mètres, eh bien là, toutes les plateformes, on ne pourrait pas les avoir. Parce que chaque puits, il y aurait un rayon de 1 km, 1 km, 1 km, et Saint-Apollinaire serait comme par magie protégé à cause du règlement de Heurtel amélioré, si je le dis comme ça. Il y a certaines municipalités au Québec, plusieurs dizaines, qui avaient adopté un règlement de protection de 2 km de l'eau, comme ce qu'on appelle le règlement de Saint-Bonaventure. Donc, l'exercice qui serait à faire pour Saint-Apollinaire, c'est quelle serait la distance à partir de laquelle il n'y a plus vraiment moyen de placer des plateformes gazières sur le territoire, en tenant compte soit où se trouve la tête du puits ou l'extrémité du forage à l'horizontale. C'est deux choses différentes. D'ailleurs, c'est ce qui est représenté ici dans la caricature de M. Brignot. On a ici le tour de forage avec la partie verticale et la partie horizontale ici et l'endroit qui est fracturé. Et là, on a une maison. Le gars puise son eau directement dans la phréatique et il dit, bon, t'inquiète-toi pas, ils sont à plus de 500 mètres, ils sont à 1 km. Il ne s'aperçoit pas que le drain horizontal passe vraiment sous sa demeure, sous sa fourrière. Maintenant, la protection verticale. La protection verticale, elle est de 400 mètres, c'est-à-dire qu'il y a 400 mètres de tampon entre le bas des aquifères et le puits horizontal. 400 mètres. Est-ce que c'est suffisant? Eh bien, pas vraiment. Ici, les compagnies présentent souvent des beaux schémas. Ici, c'est la compagnie Total, à 4 km de profondeur. Et souvent, les forages aux États-Unis, ici, c'est à plus de 3 km. Mais au Québec, ce n'est pas la même chose. On regarde ici Julex, dans la région de Bécancour, ils voulaient forer dans cette zone-là. C'est une zone entre 700 et 1000 mètres. Et puis, c'est près des phares. Ils le disaient expressément dans leur rapport qu'ils soumettaient au ministère. On veut forer là, on risque de trouver du gaz. Et ce qu'il faut noter, c'est que les fractures naturelles, qui sont ici représentées en rouge, ici, peuvent aller jusqu'à plus de 400 mètres, peuvent aller jusqu'à 800, 900, jusqu'à 1100 mètres. Donc, deux choses là. Le ministère a considéré que les fractures provoquées par l'industrie. Les fractures provoquées par l'industrie, c'est quelques centaines de mètres, rarement 400 mètres. Si on regarde ici, là, à 400 mètres, il n'y en a pas vraiment. La probabilité que ça dépasse 400 mètres est de 0. Par contre, ce n'est pas le cas pour les fractures naturelles. Il peut y avoir plusieurs fractures naturelles de plus de 400 mètres. C'est pour ça que la règle du 400 mètres, moi et d'autres, on estime qu'elle n'est pas suffisante. D'ailleurs, il y a eu des études microsismiques et d'autres études de tomographie qui appellent pour essayer de voir l'étendue des fractures. On peut voir ici, là, il y a eu des fractures de part et d'autre du puits là, qui fait 1000 mètres. Et au fur et à mesure que les techniques s'améliorent,
C'est comme si les fractures devenaient plus étendues. En fait, elles ne le sont pas vraiment, c'est juste que les techniques permettent de détecter mieux. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la fracturation naturelle est importante. Ici, c'est un vieux rapport de 1989 qui mentionnait que dans la région de Villeroy, on va aller forer à l'horizontale dans le shale fracturé pour aller chercher toutes les poches de gaz. Sauf qu'en 2013, dans une émission de vulgarisation, il y avait une étude qui avait été faite dans la région de Bécancour par des hydrogéologues de l'UQAM. Il disait qu'il y a déjà des craques qui se produisent naturellement, ce qui augmente le risque de contamination des nappes phréatiques. Déjà, les premiers résultats font état de petites zones à risque dans la région de Bécancour, etc., etc. Et il y en a eu d'autres études. Il y en a eu une autre en 2014, la Commission géologique du Canada, avec Mme Rivard, M. Malo et d'autres, dans la région de Saint-Édouard. Donc, on est beaucoup plus proche d'ici. Et là, ils disent que la zone intermédiaire, celle qui est au-dessus de là où on va fracturer, au-dessus du shale de l'Utica, eh bien, on a très peu de données disponibles. Évidemment, c'est une région qui n'intéresse pas, puis on ne veut pas chercher à savoir, mais personne ne cherche à savoir si tout ça était bien imperméable comme sous-sol rocheux. Parce qu'il faut éviter les contacts entre la nappe phréatique et l'endroit où nous fracturons. Plus loin dans la présentation, ils disent que pourquoi on a choisi la région de Saint-Édouard de Leclercville et de Sainte-Croix, c'est parce qu'il y a une population abondante. Ça, c'est assez étonnant parce que c'est sûr que c'est pas Montréal ici, mais c'est vrai que c'est plus abondant qu'ailleurs. Il y a certains endroits aux États-Unis ou en Colombie-Britannique, c'est beaucoup moins peuplé que la région de Minière. Mais ici, on connaît Binion de Quester qui tweet souvent, comme il l'a fait souvent même en 2017. Il dit, regardez, ça c'est dans la région de Minière, ça c'est dans la région de Bécancour. Regardez comme c'est le désert au Québec, on ne voit personne. C'est sûr qu'il y a des plateformes, un peu dans les bois, là, que, ouais, il n'y a pas grand monde qui passe. Mais de là à dire qu'il n'y a personne à côté, c'est un petit peu tendancieux. Et dans l'étude de Rivard et Lavoie, on voit qu'il y a des voies de passage. En fait, ils disent qu'il pourrait y avoir des voies de passage via des failles régionales. Donc, ce seraient des routes potentielles de migration du gaz, de méthane, et possiblement d'autres additifs. Donc, il y a certaines failles de chevauchement, puis la fracturation hydraulique devrait être évitée dans ces zones. Et il y a d'autres études par la suite qui ont déterminé que justement que les puits fracturés près des failles pourraient conduire à une plus grande contamination de l'eau potable, etc., etc. Et ici, on a un dessin de M. Durand qui a présenté à la station, où on peut voir la zone qui est fracturée et que lors de la fracturation, excusez-moi, ça peut monter plus haut le long de filons qu'appelle de dikes ou de failles vers la surface. Donc, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais juste pour vous présenter que sur une plateforme en surface à 8 puits, on peut avoir 4 branches horizontales dans une direction et 4 branches horizontales dans l'autre direction. Ces branches-là sont séparées en général de 250 mètres et le volume qui est fracturé, bien, je vais vous le présenter peut-être si on le voit un peu mieux. C'est de l'ordre de 50 mètres, équivalent d'un rayon de 50 mètres tout autour du puits. Le puits fait quelques centimètres. Et bien, sur 50 mètres, il y a des fractures qui vont se produire. Ça, c'est le puits de Saint-Édouard, le puits horizontal de Saint-Édouard, le puits champion, comme l'a déclaré l'industrie. Donc, on a commencé à 12 millions de pieds cubes par jour et rapidement, puis après un an, bien, selon les calculs de M. Durand, il reste environ 1 million de pieds cubes par jour. Et à partir de là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut estimer quel serait le taux de récupération du gaz pour un puits champion. Et quand on fait l'exercice, on se retrouve avec un taux d'extraction de l'ordre de 19%. C'est pour ça que dans mes calculs, j'utilise en général 20% de rendement, si on peut dire. C'est-à-dire que 20% du gaz qu'on récupère de la roche qu'on fracture, et il y a 80% du gaz qui reste dans la roche, qu'on ne peut pas déloger, ou qui va se déloger. Donc,
On retrouve ici des branches à différentes hauteurs. S'il y a 2 roches-cibles, ça pourrait être le shale de Nicolet et ici le shale de l'Utica. On peut voir qu'en profondeur, on a toutes nos eaux qui sont fracturées. En surface, bien, il faut raccorder par des gazoducs les différentes plateformes. Ça ressemble à ça en Pennsylvanie, donc on voit que le paysage est vraiment morcelé. Comment on fait pour fracturer la roche? On utilise souvent du grain de sable, on peut avoir des billes en céramique, etc. C'est ce qu'on appelle les agents de soutènement pour garder les fractures ouvertes. C'est très mince, très fin comme sable. Il y a des billes de sable un peu partout. Les additifs chimiques qu'on utilise, on les voit ici dans des bacs qui sont ensuite introduits dans d'autres camions plus grands pour faire des mélanges et ensuite pour aller dans le puits. On a des différents produits, même pendant le forage, avant même qu'il y ait la fracturation de des produits comme le DESCO. Quand on regarde la fiche signalétique du DESCO, on voit qu'on a certains produits qui sont toxiques. Il faut empêcher les produits de pénétrer dans les cours d'eau ou le sol. Donc, c'est un peu étonnant de voir qu'on met ça dans nos puits. Il y a eu l'étude de l'EPA et déjà en 2012, lors de leur rapport préliminaire, il disait que sur 1436 additifs utilisés, il y en a 50% environ qui ont pu être associés à une structure moléculaire. C'est-à-dire que les autres additifs, on ne sait même pas à quoi ils ressemblent. Donc, c'est difficile de se protéger contre l'inconnu. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'au Québec, on a utilisé un produit comme le FR1, mais sauf qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il y a dedans. 100% de inconnu. On se rend compte aussi que ce qui ressort du puits, c'est différent de ce qu'on a mis dedans. Ici, c'est tous les produits chimiques, comme des trichlorobenzènes, qui n'étaient pas dans la liste des additifs, mais qu'on retrouve à la sortie des eaux de reflux. Un problème, et ça m'a fait penser à ce qu'on vit là, par les temps qui courent, les inondations. Imaginez une plateforme dans la vallée du Saint-Laurent, avec des produits chimiques, puis ensuite on a du bétail à proximité. On sait ce que ça donne. Ça, c'était une expérience malheureuse en Louisiane. Il y avait une vanne qui n'avait pas été bien fermée et les additifs s'étaient retrouvés répandus dans un champ. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y avait près d'une vingtaine de vaches qui ont bu dans le champ. Et 1 heure après, elles sont toutes mortes. Fait que c'est vraiment passé. Le Québec a déjà fait sa part. On regarde ici, c'était à Chantilly 1, à Saint-David, d'Ayamaska. Ici, c'est tout un grand réservoir pour l'eau de fracturation. Ici, on a les eaux usées, on a les eaux pour envoyer dans le puits ici. Donc, je passe vite là-dessus, c'est des photos que vous voyez sans doute souvent. Un puits à Sainte-Françoise, dans l'université de Bécancour, on peut voir qu'il y a des flammes ici, au travers du sol, alors que le puits se trouve ici à l'Évent. On voit qu'à l'Évent, il sort beaucoup de méthane. Donc, nos puits abandonnés, il y a plus d'un tiers de nos puits abandonnés qui fuient. Donc, c'est un problème pour les gaz à effet de serre. La loi 106 fédérale, c'est encore une caricature de Grignot, où on voit, de Brignot, où on voit justement la municipalité qui pourrait être fracturée. D'un côté, on a peut-être ceux à qui ça profite, et de l'autre côté, ceux à qui subissent ces inconvénients. La loi 106, eh bien, l'UPA, la loi sur les hydrocarbures, l'UPA s'est positionnée contre. Elle ne répond pas aux demandes des producteurs agricoles et forestiers. Il demandait à soustraire le territoire agricole des permis d'hydrocarbures. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, la loi 106 a vraiment bulldozé notre territoire agricole. La FQM dit la même chose. On demande un moratoire de 5 ans sur la fracturation hydraulique et sur l'ensemble du territoire. Nous y tenons. Ça a été dit ça en septembre 2016. Là, plusieurs demanderaient à ce qu'on entende de nouveau le président de la FQM. Ici, le 29 septembre, c'est bien spécifié que le premier alinéa à propos du territoire incompatible ne s'applique pas aux hydrocarbures dont l'exploration, la production et le stockage est déjà autorisée par une licence. Donc, je vous donne l'article de la loi. Donc, en résumé, ici, si je recule maintenant, on revient en 2009-2010, vous avez ici Mme Normando, M. Arcan, qui était ministre de l'Environnement à l'époque. Qu'est-ce qu'il voit? Il dit c'est explosif comme sujet, gaz de schiste. Il dit oui, surtout quand il y a une fuite. Et là, quelques mois plus tard, une autre caricature de Garnotte où tu vois le ministre Arcan qui ne sait plus quoi faire du dossier parce que, comme il dit, il aurait besoin d'une aspirine, comme il dit.
Et en 2012, regardez-moi ça, c'était le jour de la Terre sur le Mont-Royal. Il y avait plus de 200 000 personnes, peut-être même 300 000, qui se sont réunies pour former une main géante pour lutter à la fois contre l'avènement des hydrocarbures fossiles et aussi contre le gouvernement Charest qui avait émis une loi pour empêcher les manifestations. Et on retrouve encore notre ami Arcan qui a, sous Bayon, passé la loi sur les hydrocarbures dans la nuit du 10 décembre 2016. Juste pour vous signaler que la MRC de Lotbinière, dès le mois d'août, s'était positionnée contre le projet de loi 106. Le préfet avait dit que le jeu n'en valait pas la chandelle. Donc, juste pour vous, je termine en vous signalant les derniers événements. 9 février, il y a un article qui a paru, je crois, dans le Nouvellisme, qui était question des évaluations par Quester dans la MRC de Bécancour et Lotbinière. 15 février, Quester veut calmer le jeu. 16 février, le ministre Arcan se fait rassurant. Il dit qu'il n'a pas reçu de demande de certificat de fracturation ou autre. 19 mars, la MRC de Bécancour se dit rassurée par Quester. 28 avril, un article qui dit que les fuites de méthane sont sous-estimées. 4 mai, la MRC veut protéger l'eau. 6 mai, mobilisation contre le GBS dans la minière qui faisait état de notre présence ici cet après-midi. Donc, les solutions pour éviter qu'une bonne partie de la ville de Québec se retrouve sous l'eau, c'est de se mobiliser. C'est ce qui est indiqué ici par un historien des sciences qui dit que l'immense majorité des avancées, que ce soit en 1800 ou aujourd'hui, sont advenues à la suite de mobilisation extérieure au système officiel de régulation. Pour qu'un progrès émerge, pour que la précaution advienne, il est préférable qu'il existe une contestation extérieure à l'ordre expert, industriel et régulateur. Donc, voilà, en vous signalant que d'autres conférenciers après moi vous parleront des solutions plus citoyennes qui sont les comités de vigilance et d'autres modes de solutions, en vous signalant en terminant que quand les gens vous demandent, ben oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire au lieu d'utiliser le gaz naturel, et bien on peut utiliser l'énergie solaire, on peut utiliser l'énergie éolienne, utiliser notre énergie hydraulique à bon escient avec des économies d'énergie, la géothermie et les biogaz. Donc on a amplement de quoi se chauffer, si on peut dire. Merci beaucoup.